Transition, nous allons au magazine du dimanche. Notre invité est magistrat, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Justice. Et avec elle, nous allons parler nouveau code de procédure pénale. Mais avant, je vous propose de suivre cet élément vidéo. Depuis 1960, le Code de procédure pénale en vigueur en Côte d'Ivoire n'a pas subi de profondes modifications pour s'adapter à une société en pleine mutation. Il est donc apparu opportun pour les acteurs de la justice de proposer de nouveaux textes dans l'intérêt du justiciable. Le projet de loi contient plusieurs innovations. Il est le résultat de 3 années de travail sous l'impulsion du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Innovation majeure, la création de juridictions criminelles. Elles vont désormais donner la possibilité de rendre des jugements de qualité. Ce projet de texte instaure le contrôle judiciaire et de nouvelles dispositions relatives à la détention préventive et à la garde à vue. Il va en outre garantir la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Après l'adoption au Conseil des ministres, le projet de loi devrait passer sur la table des parlementaires. Une fois adopté, il sera promulgué pour immédiatement entrer en vigueur. Alors, Madame le Dirkab, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le Code de procédure pénale? Le Code de procédure pénale, pour mieux l'appréhender, il conviendrait peut-être qu'on le définisse par rapport au Code pénal. D'accord. Le Code pénal, c'est un ensemble de dispositions qui réglementent, qui définissent ce que c'est qu'une infraction, l'auteur de l'infraction et la sanction applicable à la sanction. Et le Code de procédure pénale, lui, permet de mettre en œuvre le code pénal en fixant les règles de recherche des infractions, les règles de poursuite, les règles de jugement et les modalités d'exécution des sanctions. Je vous donne un exemple. Vous êtes victime de coups et blessures volontaires. C'est le code pénal qui vous dira que les coups et blessures volontaires sont une infraction. Et comment est-ce que vous porterez votre plainte aux autorités compétentes? Comment est-ce que la poursuite sera engagée, la cause est jugée, la personne sanctionnée et comment est-ce qu'elle exécutera sa peine? C'est le code de procédure pénale qui nous permettra... D'accord, et si je comprends bien, le code pénal définit les règles de fond, oui. Et puis le code de procédure pénale, les règles de procédure. De forme, oui. De forme, oui, de procédure. Oui. D'accord, mais il y a une réforme qui est en cours aujourd'hui. Pourquoi elle n'intervient que maintenant? Pendant longtemps, il y a eu quelques réformes parcellaires quand même. La dernière en date, c'était en 2015. En 2015, voilà. Oui. La réforme actuelle, elle est plus globale. C'est tout l'ensemble du code qui a été révisité. Et elle se justifie par l'adoption de la Constitution du 8 novembre 2016, qui reconnaît aux justiciables un certain nombre de droits en matière de procédure pénale qu'il fallait intégrer dans le texte actuel, qu'il ne comprenait pas ces dispositions-là. Il y avait aussi le souci pour la Côte d'Ivoire d'intégrer ses engagements internationaux dans son dispositif pénal. Et puis à côté de cela, il fallait revisiter le texte pour en extraire les dispositions qui n'étaient plus d'actualité pour pouvoir adapter le texte à l'environnement social actuel. D'accord. S'il y a réforme, c'est qu'il y a innovation. Oui. Et quelles sont les principales innovations dont vous pouvez nous parler aujourd'hui? La réforme, parce que c'est encore une réforme, oui. Donc ce sont des projets d'innovation. Bien sûr. Toute la chaîne de la procédure pénale, partant de l'enquête à l'instruction jusqu'au jugement. Donc au stade de l'enquête, on pourrait, entre autres réformes, parler de la garde à vue, qui est mieux encadrée, les conditions pour recourir à la garde à vue ont été limitées à certains cas. Je pourrais vous citer quelques hypothèses. Aujourd'hui, l'officier de police judiciaire qui voudrait placer quelqu'un en garde à vue, il faut que ce soit, par exemple, parce que la garde à vue est la mesure unique pour assurer, par exemple, la représentation de la personne au cours de la procédure d'enquête, ou bien pour éviter de corrompre les éléments de preuve ou de faire pression sur les témoins. D'accord. Oui. Oui, la garde à vue. Et on a la détention préventive également. La détention préventive, c'est une innovation qui touche la phase de l'instruction. Nous sommes là devant le juge d'instruction. Aujourd'hui, la détention préventive
tout comme la garde à vue a été également mieux encadrée. Le juge d'instruction ne pourra placer une personne en garde à vue que si l'infraction poursuivie, pour l'infraction poursuivie, la personne encourt une peine d'emprisonnement d'au moins 2 ans. 2 ans. D'au moins 2 ans. Les conditions également de recours à la garde à vue ont été énumérées et par ailleurs, le délai de garde à vue a été, la durée de la garde à vue a été limitée dans le temps. Et c'est devenu 4 mois. Non, il est de 6 mois. Dans le projet de réforme, il est de 6 mois en matière de délit et il ne peut durer au maximum que 18 mois. Tous les renouvellements compris. Et en matière... C'est-à-dire 6 mois, ça peut être renouvelé jusqu'à 3 fois, c'est-à-dire au maximum 18 mois. 18 mois. Et en matière criminelle, au maximum 24 mois. 4 mois, c'est ce qu'on a connu à l'époque. C'était ce qu'on connaît. Qu'on connaît en ce moment avant que la réforme ne soit adoptée. Voilà, la réforme n'est pas encore adoptée. Exactement. Donc, pour le moment, c'est 4 mois, mais renouvelable indéfiniment. D'accord. Et puis ça, c'est dans le cas des délits. Et puis pour les crimes, c'est 8 mois renouvelables. 24 mois maximum. 24 mois maximum. D'accord. Et selon donc le contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire. Ça, c'est une innovation qui n'existe pas encore chez nous. Non, elle n'existe pas encore chez nous. C'est une mesure alternative que nous avons trouvée à la détention. Parce qu'aujourd'hui, avec le test actuel, le juge d'instruction qui se trouve confronté à la nécessité de garder quelqu'un à portée de main, d'éviter que quelqu'un n'aille corrompre les éléments de preuve, d'éviter que l'inculpé ne fasse pression sur les témoins, n'a d'autre alternative que de placer la personne en détention préventive. La détention, c'est une privation des libertés, c'est une mesure exceptionnelle. La Constitution l'affirme, c'est une mesure exceptionnelle. La liberté est de droit. La détention est exceptionnelle. Donc, pour traduire ce caractère exceptionnel de la détention, la mesure alternative qui a été trouvée, c'est le contrôle judiciaire. C'est vrai que les libertés de la personne sont également limitées, mais sans pour autant attenter à en fait, l'incarcérer. Il y a des restrictions, par exemple, on peut lui prendre ses documents de voyage pour qu'il reste sur place, ou il peut, par exemple, se présenter selon une périodicité définie devant le juge d'instruction. Oui. En fait, c'est le juge d'instruction qui fixe les obligations de cette contrainte judiciaire. De cette contrainte judiciaire, d'accord. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce qu'une mesure alternative, par exemple, à la détention préventive? Une mesure alternative, c'est-à-dire une solution à la détention préventive. C'est une alternative à la détention préventive. Et ça, c'est le contrôle judiciaire. Voilà. Et la mesure alternative que la réforme a consacrée, c'est le contrôle judiciaire. D'accord. Et comment définiriez-vous la procédure du plaidé coupable? Le thème exact consacré par la réforme, c'est la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le plaidé coupable, c'est le vocable usuel utilisé par les anglo-saxons. C'est une procédure simplifiée de jugement des délits mineurs. J'ai dit délits mineurs parce que il s'agit d'une procédure qui est prévue pour les délits passibles au maximum d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. 5 ans. Voilà. Donc, c'est une procédure qui est prévue pour les délits mineurs pour lesquels la personne mise en cause, le prévenu, reconnaît les faits. Donc, pour accélérer le jugement de ce type de procédure, désengorger les juridictions, la réforme a prévu la procédure qualifiée de plaidé coupable. C'est-à-dire, si je suis coupable d'un fait, d'une infraction, d'un délit passible de 5 ans au maximum, que je reconnais devant le procureur que je suis coupable et je reconnais les faits, alors la peine peut être réduite. Vous n'êtes pas encore coupable puisque vous n'avez pas encore été jugé. Si vous êtes poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans et que vous reconnaissez les faits, le procureur peut vous proposer d'être jugé selon la procédure du plaidé coupable. Vous êtes assisté par un avocat que vous choisissez vous-même ou bien qui vous est commis d'office pour garantir le respect de vos droits jusqu'au terme de la procédure et vous expliquer un peu en quoi consiste la procédure, la portée de tout ce que vous direz. Et lorsque vous convenez de reconnaître les faits,
le dossier est porté devant le président du tribunal qui va homologuer la sanction que le procureur vous a proposée et que vous avez acceptée. Et que nous avons accepté. Je sais aussi que le pouvoir du procureur de la République a, par exemple, été renforcé. Son intervention, même dans les enquêtes préliminaires, est beaucoup plus poussée maintenant. Oui, la réforme, effectivement, a renforcé les pouvoirs du procureur. En fait, en termes de renforcement, la réforme consacre plutôt une plus grande intervention, un plus grand contrôle du procureur de la République dans le cours de l'enquête préliminaire pour éviter d'avoir à faire face aux différentes critiques que souvent on fait à l'égard de nos officiers de police judiciaire. D'accord. La cour d'assises a été supprimée au profit du tribunal criminel. Pourquoi? Je pourrais vous donner 3 raisons pour assurer une plus grande célérité dans le jugement des procédures criminelles, pour pouvoir se conformer à la Constitution et permettre aux personnes poursuivies pour crime de pouvoir faire réexaminer leur cause par une deuxième juridiction du fond, pour également permettre d'obtenir des décisions de qualité en matière criminelle. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi un problème de coût? Parce que les assises, ça coûte énormément cher, parce que non seulement il y a les officiers de justice, mais il y a aussi des civils qui constituent le jury, les membres du jury. C'est certain que le coût sera moindre aujourd'hui, mais ce n'est pas la raison principale qui a conduit à la réforme du système de jugement des crimes par la substitution de la cour d'assises par le tribunal criminel et la chambre criminelle de la cour d'appel. D'accord. Et les assises qui souvent étaient interminables, qui mettaient beaucoup de temps. Et, il faut qu'on définisse un peu le crime. L'infraction criminelle qui peut être jugée de criminelle, parce qu'il ne faut pas voir que les meurtres. Non, il y a plusieurs infractions qui ont la nature juridique des crimes. Le code pénal, tout à l'heure, vous nous avez demandé c'était quoi le code de procédure pénale. Le code pénal définit le crime comme étant une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de 20 ans et plus. Donc, toutes les infractions qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 20 ans, d'une peine de condamnation perpétuelle, sont des crimes. Même si ce n'est pas un crime de sang. Oui, même si ce n'est pas un crime de sang. Avec quelques exceptions quand même. Oui, il y a des exceptions. Par exemple, le vol. Oui. Le vol aggravé est passible d'une peine d'emprisonnement de 20 ans, mais c'est un délit. Mais c'est la loi qui définit l'infraction qui peut déroger à la qualification de l'infraction. Si la loi ne le dit pas, c'est un crime. Si la loi veut y déroger, elle le dira. Elle le dira. À quelle étape sommes-nous de la réforme? Et qu'est-ce qu'il nous reste? L'exécutif a déjà adopté le test. Le test doit être transmis au Parlement qui va l'analyser et qui va l'adopter. Et le test sera retransmis au président de la République pour sa promulgation. Donc nous sommes dans l'attente de la programmation du test au Parlement. Nouveau code de procédure pénale, Madame le DIRCAB, qui en bénéficie véritablement? L'État, la justice, le justiciable? Tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie parce que le test a été élaboré à la suite d'un processus participatif qui a vu l'intervention de tous, aussi bien des professionnels du droit, magistrats, hommes du barreau, autres juristes, experts, la société civile, les partenaires au développement. Donc ce test-là, c'est une compilation, un recueil de toutes les attentes, mais dans les conditions définies par la Constitution, bien évidemment. Et nous allons terminer. Est-ce que l'ordonnance d'amnistie des prisonniers de la crise post-électorale, par exemple, en rapport avec cette réforme du code de procédure pénale? L'amnistie, c'est une question de droit pénal. Bien sûr, le code pénal. Voilà. D'accord. Tous les prisonniers, madame, ils sont libérés, tous les prisonniers sont dehors? Plusieurs bénéficiaires ont déjà été libérés. Le processus suit son cours. Tout le monde sera libéré.
Merci, madame. Madame Le Dircab, le projet est donc sur la table du Parlement et après examen, il sera transmis au président de la République qui va le promulguer. Merci beaucoup, madame. Madame Dubuissi Mao Florentine, vous êtes magistrat, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau pour parler du nouveau code de procédure pénale. Quant à vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur ce nouveau code. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble.